À bientôt. Au revoir. Petite pause chez nous à présent avec notre spécialiste du web. Vous allez voir que l'éducation nationale, mais vous le saviez probablement, se met à l'ère numérique. Et il y a du nouveau cette année, Julia, ou pas? Oui, il y a du nouveau. En tout cas, la rentrée sera numérique. Figurez-vous que pour la première fois cette année, 5 académies vont tester, c'est vraiment une première, le carnet de correspondance numérique. Alors, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est le gouvernement qui a publié ça relativement discrètement, finalement, cet été. C'est un arrêté concernant la création d'un service qui s'appelle Vie scolaire. C'est vraiment le principe du carnet de correspondance, donc absence, retard, colle, exclusion, problème de comportement. Mais tout sera en ligne, relié au mail, téléphone portable et autres matériaux informatiques directement en lien avec les parents. En gros, c'est terminé, l'imitation de la signature en bas de la maman, en bas du carnet de correspondance. L'objectif, c'est vraiment d'éviter le décrochage scolaire et de favoriser vraiment le lien entre le corps enseignant et les enfants. Ça, c'est une première testée dans 5 académies dès cette semaine. Vous avez aussi autre chose qui prouve que la rentrée est résolument numérique, c'est que pour réduire vos dépenses, c'est sur le web qu'il faut préparer sa rentrée. Et ça, c'est incontournable. Que ce soit hypermarché, papeterie, supermarché, ce sera de toute façon plus cher que sur Internet. 20% d'économie, William, sur le web. Attention quand même à une chose, c'est que même si c'est moins cher, il y a un énorme écart de prix entre les sites. Moi, je vous ai trouvé les 3 moins chers. Après une étude approfondie, vous avez idfourniture.com, vous avez rentrediscount.com. Une étude approfondie, c'est vous qui l'avez faite? Une étude de marché approfondie, tout à fait. Je l'ai faite. J'ai fait une comparaison aussi avec... je me demandais ce que vous faisiez au mois d'août. Vous faites des études de marché. J'étais là tout le mois d'août. Ah oui, c'est vrai. J'ai bossé, j'ai préparé la rentrée. Donc vous avez vraiment ces 3 sites, dont Rentrée Discount, qui sont... C'est sur ces sites-là qu'il faut faire ses courses pour vraiment gagner de l'argent. Je vous dis 20% moins cher. Vous avez d'autres choses, des sites ou des applications à nous conseiller pour bien gérer l'année scolaire? Exactement. Je vous ai fait une petite compilation des choses très différentes. D'abord, pour aider, pour faire du soutien scolaire entre élèves, c'est un site qui est très, très bien fait, qui s'appelle snapschool.com, qui est très, très, très bien vu. C'est vraiment une appli qu'il faut avoir dans son téléphone portable. Vous avez cartable.fr, c'est l'application où 10 000 fiches gratuites, c'est très bien vu. Pour apprendre l'anglais en chanson, vous avez lyricstraining.com. Et je terminerai, vous pourrez regarder sur la page Facebook de Télématin pour avoir la suite de ma sélection. Merci beaucoup, Julia. Tout à l'heure, le voyage scolaire continue. On s'envole pour le Brésil. Cette fois-ci, vous allez le voir chez les mini-brésiliens. Le rythme n'est pas du tout le même, à commencer par la date de rentrée, puisque nous ne sommes pas dans le même hémisphère. Et vous nous emmenez où, Fanny? Bonjour. À l'école, William. En plein mois d'août, à Recife, dans cet hiver brésilien qui n'en est pas vraiment un, c'est la rentrée scolaire pour Daphna Kramer, 11 ans. À peine le temps d'un petit déjeuner, l'école commence dès 7 heures. Pour la première tourma, la première vacation de la journée. Le quotidien des 1540 élèves de cette école publique est divisé en 2 vacations. Chacun choisit son camp, celui du matin ou de l'après-midi pour 4 heures de cours en moyenne, bien moins que chez nous. Pour cette professeure de géographie, c'est le seul système qui permet de scolariser la majorité des Brésiliens. Souvent, ces élèves n'ont pas de structure familiale. Ils ne sont pas soutenus à la maison, alors ils voient plus l'école comme un refuge. Beaucoup d'entre eux viennent surtout pour le repas qu'on offre. Car vers 10h30, à l'heure de la récréation, ici, c'est justement celle de la collation. Tu en veux? Pas de quoi vous donner l'eau à la bouche, d'accord, mais un système de goûter gratuit très utile dans cet état du Nord, l'un des plus pauvres du pays. Je trouve ça bien qu'il y ait une collation comme ça, parce que tout le monde n'a pas les moyens de payer pour le déjeuner. Daphna et ses copines ont grandi ici, avec ses habitudes et surtout cet uniforme, un simple t-shirt. C'est joli, c'est coloré, hein? Une règle dans toutes les écoles brésiliennes. J'aime bien parce que comme ça, il n'y a pas de différence sociale entre nous. L'école publique brésilienne est très critiquée pour son manque de moyens et d'exigences. Par contre, l'université d'État, elle, est très réputée, si bien que le grand paradoxe du Brésil, c'est que pour intégrer une université publique, eh bien, il vaut mieux sortir d'une école privée et vous allez voir qu'aucun luxe n'y est épargné. Des publicités à chaque coin de rue vantant les performances de votre bambin. Bienvenue au Colégio Boa Viagem, l'école privée la plus réputée de Recife. Prix mensuel de cet établissement, entre 300 et 600 €, une fortune ici.
L'école publique s'est améliorée. Elle a surmonté de nombreux problèmes. Comme l'école privée d'ailleurs. Sauf que dans l'école privée, ce que je constate, c'est que les canaux, les moyens de communication et de décision sont beaucoup plus rapides. Et voilà leur dernier gadget de communication. Nous utilisons une application de réseau social de l'école depuis 1 an. Mais au début, la résistance a été très grande de la part des parents et des professeurs même. En un simple clic, les parents peuvent savoir à distance ce que leurs enfants étudient, mangent et même chantent. À la sortie, cette mère de famille un peu geek est ravie. J'ouvre l'application et je sais tout ce qu'il fait, ce qu'il a étudié aujourd'hui à l'école et les devoirs qu'il doit faire en rentrant. C'est très pratique. Impossible d'échapper aux parents jusqu'aux prochaines grandes vacances d'été en décembre prochain. Ah oui, vacances d'été en décembre prochain. C'est là, on viendra vous voir en décembre alors. Merci beaucoup, Fanny. Retour dans l'Hexagone maintenant avec Isabelle Martinet. Il est temps de s'intéresser aux élèves français et on commence avec un peu d'histoire. Bonjour Isabelle. Bonjour William. Donc, combien d'élèves scolarisés dans notre pays ? Aujourd'hui, 12 millions d'élèves. 12 millions, ça fait combien en pourcentage ? Pour l'histoire, on est 66 millions d'habitants. Donc il faudrait que je calcule, mais c'est quand même pas mal. 12 millions d'élèves. Ouais. Et c'est une belle histoire que celle du monde de l'éducation, avec une date, 1882, une loi qui porte le nom de son instaurateur, Ferry, Jules de son prénom, alors ministre de l'Instruction publique, et qui va rendre l'instruction laïque, gratuite et obligatoire pour les enfants des deux sexes à partir de 6 ans. Ça veut dire que les enfants ont le devoir d'éduquer les enfants, soit à l'école, publique ou privée, soit à la maison par leurs propres moyens. Et c'est bien l'instruction qui est obligatoire et non l'école, même s'il est vrai qu'aujourd'hui, 99% des enfants sont bien sûr scolarisés. Ah ben voilà, 99% des enfants sont scolarisés. J'avais mal compris la question. C'était ça. Quel était le pourcentage par rapport posé. Oui. Donc, alors, l'école est obligatoire à partir de 6 ans, oui. Mais on n'a pas le droit de la quitter avant quel âge ? Alors, sous Ferry, c'était 13 ans. Puis le général de Gaulle a prolongé jusqu'à 16 ans en 1959. Et avant la loi Jules Ferry, ça se passait comment ? Alors avant la loi Jules Ferry, sous l'Ancien Régime, apprendre à lire, à écrire, à compter était réservé à une population fortunée, aux familles qui pouvaient se permettre d'engager un précepteur. Dans les villages, les enfants de paysans étaient alphabétisés par les prêtres, et sans doute de façon insuffisante, puisque à l'aube de la Révolution, on a 47% des hommes seulement et 27% des femmes qui savent signer le registre du mariage. Alors, longtemps, les filles n'ont pas eu droit au même enseignement que les garçons. Pourquoi ? Eh bien, parce que durant des siècles, le rôle de la femme s'est limité à celui d'épouse et de mère. Oui. C'est-à-dire la femme va seconder son mari et élever chrétiennement ses enfants. Donc, qu'est-ce qu'elle apprend ? La lecture, l'écriture, le catéchisme, quelques rudiments de calcul, et puis aussi la cuisine, la couture. Le plus souvent, ça se passe au couvent. Et elle ne vote pas, elle a voté très très tard. Ah, très très tard, grâce au général de Gaulle. Ouais. Et c'est Ferry qui va quand même ouvrir l'enseignement primaire pour les femmes, même si ça ne se termine pas à l'époque par le bac. Oui. Le premier diplôme, c'est un simple diplôme de fin d'études pour les filles. À propos de bac, est-ce qu'on connaît le nom de la première bachelière ? C'est rentré dans le grand dictionnaire de la France. La première bachelière s'appelait Victoire Daubier. Elle était journaliste. Yes, ça c'est une bonne nouvelle. Et elle a dû, figurez-vous, demander l'autorisation pour se présenter à l'épreuve du bac qu'elle obtient en 1861 à l'âge de 37 ans. Non. Oui, 37 absolument, ans. 37 ans. Pour conclure sur le passé, une question capitale. Oui. Est-ce que c'est vraiment Charlemagne qui a inventé l'école, comme le dit la chanson ? Alors, comme le dit la chanson, en fait, il a inventé l'école, mais pas vraiment telle qu'on la connaît. En fait, il a établi un cadre. Il a légiféré sur l'instruction du clergé dans l'objectif que ce dernier éduque ensuite le peuple dans la foi chrétienne. Mais dans la pratique, en fait, il a avant tout formé un corps d'élite qui a servi son autorité, qui a surtout servi à maintenir la paix. C'est déjà pas mal. L'objectif prioritaire était politique, et puis ensuite, ça a donné ce que l'on connaît aujourd'hui, l'école. Mais un corps d'élite qui évoluait au milieu de la religion, ou grâce à la religion. Grâce à la religion pour l'éducation. Oui. Bon.
On revient au présent pour terminer. Ça a bien changé depuis Charlemagne. Est-ce qu'on a des spécificités en France par rapport à nos voisins européens, par exemple? Oui, alors sans insister trop lourdement sur notre niveau assez moyen en anglais ou en maths, on peut quand même souligner 2 points. Alors le premier, c'est qu'on a en France beaucoup d'heures de cours. 7400, si on compare avec nos amis allemands, ils n'en ont que 6300. Et les Allemands, finalement, on le voit tous les jours, ne se débrouillent pas plus mal que nous, finalement. Ça, c'est le premier point. Certains disent même qu'ils se débrouillent mieux. C'est ce qu'on dit, mais bon. On va savoir. Et le deuxième point, c'est le recours au redoublement. Alors, c'est vrai que c'est à la baisse, mais ça reste quand même encore massif. Un seul chiffre, 28% des plus de 15 ans ont redoublé au moins une fois. Alors... Sur l'efficacité du redoublement, là, pour l'instant, le débat est toujours en cours. Donc, en tout cas, on double moins qu'autrefois, me semble-t-il. On redouble moins qu'autrefois, c'est à la baisse. Mais quand même, en France, on aime bien. On a souvent recours à ça. Dernière chose, première école de garçons officielle, 1833. Et oui. Et les filles, 17 ans plus tard. Donc, on a toujours été un peu malheureuse par rapport aux garçons sur l'éducation. Merci Martinet. 20 pour Martinet. Merci chef. 20 sur 20. Dernière escale. Nous allons à Barcelone où nous attend Sandrine Mercier sur la grande place Catalunya. C'est un peu, comment vous dire, leur place de